Depuis tant d'années, le Sahel a été décrit comme un simple spectateur soumis à la volonté des autres. Mais aujourd'hui, ce récit vacille. Et si le Sahel s'apprêtait non seulement à se défendre, mais à se réinventer complètement? L'actualité bouleverse les vieux schémas. L'Alliance des États du Sahel, ou AES, n'est plus une coordination discrète. Elle se transforme en un projet institutionnel inédit qui redéfinit les règles. Trois nations, longtemps marginalisées, élaborent à toute vitesse une autonomie militaire, financière et médiatique. Sur le plan militaire, un commandement régional se met en place pour briser la dépendance envers les forces extérieures. Côté économique, la création d'une banque de développement régionale et la coupure progressive des circuits financiers internationaux visent à redonner le contrôle des ressources à ces pays. Même l'influence s'écrit désormais autrement. Médias multilingues, récits de forger de l'intérieur, volonté farouche de reprendre en main l'image du Sahel. Ce projet dépasse la simple urgence sécuritaire. Il tente la rupture avec une influence étrangère qui, depuis des décennies, a dicté les priorités du Sahel. Pour ses partisans, c'est le premier pas vers une autodétermination réelle après tant d'années de solutions imposées. Mais la question demeure. Le Sahel peut-il vraiment s'auto-libérer ou risque-t-il de tomber dans une nouvelle dépendance? Si l'AES échoue, l'isolement diplomatique et l'effondrement sous la pression économique et sécuritaire menacent. Ce qui se joue ici, c'est la survie et la réputation du Sahel pour de nombreuses années à venir. Pour comprendre ce bouleversement, il faut revenir sur les origines de l'AES et la lassitude qui a nourri ce sursaut régional. Comment ce projet est-il né et à quelles urgences répond-il? Pendant de longues années, la stabilité tant vantée au Sahel était restée un mirage insaisissable. La région était enfermée dans des images d'insécurité, de pauvreté et de dépendance chronique à l'aide étrangère. Pourtant, derrière ces stéréotypes, une lassitude profonde s'est installée. Décennie après décennie, les politiques d'assistance et d'ingérence ont échoué à répondre aux attentes des populations, nourrissant un sentiment de frustration grandissant. Prenons un exemple concret. Dans les années 90, les programmes d'aide internationale se sont multipliés dans le Sahel avec des projets d'irrigation censés transformer l'agriculture locale. Mais ces projets, souvent pensés sans une connaissance fine du terrain, ont parfois abouti à des infrastructures inutilisées ou mal entretenues car elles ne prenaient pas en compte les réalités sociales et climatiques. Résultat, les communautés restaient indépendantes de l'aide extérieure sans véritable autonomie. À chaque sommet international, l'espoir semblait renaître, mais il était vite étouffé par la réalité quotidienne. Les institutions censées apporter sécurité et développement apparaissaient déconnectées des besoins réels. Le fossé entre discours officiel et vécu local se creusait, rendant les promesses extérieures de moins en moins crédibles. La situation rappelle les périodes de décolonisation en Afrique, lorsque de nombreux pays, fraîchement indépendants, ont vite compris que l'indépendance politique ne s'accompagnait pas d'une autonomie économique ou sécuritaire réelle. Par exemple, la Guinée de Sékou Touré, dans les années 60, a choisi une rupture radicale avec la France, mais s'est retrouvée isolée et confrontée à de nouveaux défis, notamment le manque d'infrastructures et de partenaires fiables. Ce parallèle historique met en lumière le danger d'une rupture mal préparée, mais aussi la force de la volonté populaire qui peut émerger de la frustration. Puis, les crises se sont enchaînées, la chute de l'État au Mali, plusieurs coups d'État au Burkina Faso, l'instabilité continue au Niger. À chaque fois, le choc était immense, mais le constat partagé, les modèles imposés de l'extérieur ne fonctionnaient en plus. Les décisions venues d'ailleurs aggravaient tant l'isolement, alimentant un épuisement collectif et une conviction tenace. La solution ne viendrait pas de l'étranger. Un exemple frappant, lors de la crise au Mali en 2012, l'intervention étrangère, avec notamment l'opération Serval menée par la France, a permis de stopper une avancée djihadiste. Pourtant, 10 ans plus tard, l'insécurité persiste et la population malienne exprime une fatigue croissante vis-à-vis de la présence militaire étrangère, perçue comme inefficace pour rétablir la paix durablement. Année après année, cette certitude a pris de l'ampleur. De plus en plus de voix s'élevaient pour affirmer que la survie du Sahel exigeait de repenser entièrement ses structures de pouvoir. L'idée qu'une réponse issue du terrain, portée par les Sahéliens eux-mêmes, pouvait briser la spirale de l'instabilité s'est imposée peu à peu. Dans les années 2000, des mouvements de la société civile, tels que Balaï Citoyen au Burkina Faso, ont montré que des mobilisations populaires pouvaient influencer la trajectoire politique du pays. Ce type d'engagement local a nourri l'idée que le changement authentique devait venir d'en bas, et non être imposé d'en haut ou importé de l'étranger. Mais le danger reste immense.
Tant que le Sahel demeure prisonnier des anciens schémas, il perpétue l'instabilité et compromet l'avenir de ses peuples. Ce qui se joue, c'est la dignité collective, le contrôle des ressources vitales et la capacité d'inventer un destin affranchi des influences étrangères. Dans cette atmosphère d'épuisement et d'attente, un désir de rupture s'est imposé. Mais comment ce découragement s'est-il transformé en une volonté politique capable de renverser l'ordre établi ? L'Alliance des États du Sahel, AES, surgit alors comme une réponse inédite à ce besoin d'autodétermination. Comment ce projet ambitieux a-t-il redéfini les règles du jeu régional ? Ce bouleversement n'a rien d'un simple saut dans l'inconnu. C'est une stratégie globale mûrie pour tracer une nouvelle trajectoire au cœur du Sahel. En moins de 2 années, l'Alliance des États du Sahel a édifié pièce par pièce les bases d'un système inédit. Cette mise en place rapide n'est pas le fruit du hasard, mais la réponse à une succession de crises et surtout l'expression d'une volonté, sortir d'un cadre hérité, souvent imposé de l'extérieur, pour reprendre la main sur leur propre avenir. 4 dynamiques majeures ont propulsé cette mutation. D'abord, l'épuisement sécuritaire. Après plusieurs dizaines d'années de lutte contre l'insécurité, la conviction s'est enracinée que les solutions importées étaient impuissantes à stabiliser la région. Les habitants ont vu passer force mission internationale, afflux de financements étrangers, sans que le quotidien ne s'améliore durablement. La lassitude a cédé la place à une détermination nouvelle, agir par et pour soi-même. Prenons l'exemple de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Lancée en 2013, elle a mobilisé des milliers de soldats et de milliards de dollars. Pourtant, malgré cette présence massive, les attaques contre les civils et l'armée malienne ont continué, poussant les autorités à reconsidérer l'utilité de cette solution internationale. Deuxième force, le paradoxe des ressources. Sur le papier, le Sahel regorge de richesses. L'or du Mali et du Burkina Faso, l'uranium du Niger, des sols fertiles et des minerais encore vierges. Pourtant, année après année, la majorité de ces trésors échappe aux habitants. Cette frustration a cristallisé une exigence, reprendre le contrôle, exploiter et valoriser les ressources locales pour alimenter le développement interne et bâtir une autonomie réelle. Un exemple frappant, au Niger, l'uranium extrait alimente de nombreuses centrales nucléaires en Europe, alors que le pays fait face à de fréquentes coupures d'électricité et à une pauvreté persistante. Cette situation absurde a nourri, chez les jeunes générations, une volonté de changer la donne et de récupérer la valeur ajoutée des ressources extraites du sol nigérien. Troisième levier, la bataille des récits. Pendant des décennies, d'autres ont raconté le Sahel, le réduisant trop souvent à la misère et à l'instabilité. L'AES a compris qu'il fallait reprendre la plume. Un écosystème médiatique multilingue a vu le jour, chaînes panafricaines, radios locales, médias numériques, porteurs d'une voix différente, capables de fédérer citoyens et diaspora autour d'une identité ressourcée. Un cas concret. La chaîne Sahel TV, lancée récemment, diffuse en français, en bambara, en fulfulde et en songhai. Elle met en avant des histoires de réussite locale, des initiatives entrepreneuriales, des débats sur la souveraineté et donne la parole à des experts sahéliens. Ce nouvel espace médiatique contribue à forger une image du Sahel moins centrée sur les crises, plus axée sur la résilience et les ambitions régionales. Enfin, la recomposition géopolitique joue le rôle de catalyseur. L'échec des interventions extérieures, l'isolement diplomatique et la prise de distance vis-à-vis des alliances traditionnelles ont forgé la conviction qu'un modèle autonome s'imposait. D'où la création d'une force militaire intégrée, dotée d'une doctrine commune pour synchroniser ambition et opération. Cette armée nouvelle, formée et commandée conjointement, devient l'ossature d'une architecture parallèle, accompagnée d'une banque de développement souveraine et de médias indépendants. Dans ce mouvement, la coopération militaire se réinvente. L'AES a diversifié ses partenariats, notamment vers la Russie, pour desserrer l'étau des dépendances historiques et élargir sa marge de manœuvre. Défense, économie, communication, chaque pilier avance en synergie, rendant le projet plus cohérent et plus résistant face aux pressions extérieures. Un parallèle peut être fait avec l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, créé dans un contexte de défi sécuritaire global. Comme l'OTAN, l'AES cherche à mutualiser les efforts militaires et à construire une solidarité régionale. Mais à la différence de l'OTAN, l'AES se bâtit en réaction à des décennies de tutelle et de marginalisation avec l'objectif de s'émanciper des anciennes puissances tutélaires. Mais cette accélération porte en elle une vulnérabilité.
Un système bâti dans l'urgence peut se fissurer aussi vite qu'il s'élève si ses fondations restent des fragiles. L'autonomie, un temps promise, devient à la fois moteur et épreuve permanente. Pourtant, la force d'un projet se mesure à l'épreuve du réel. L'AES doit maintenant transformer cette dynamique en résultat tangible. Le pari de l'autodétermination vient d'entrer dans sa phase la plus risquée. Quand un bloc redéfinit les règles, tout l'équilibre d'un continent vacille. L'Alliance des États du Sahel a choisi la rupture totale. Ce retrait fracassant de la CEDEAO a envoyé une onde de choc bien au-delà du Sahel. Pour la première fois depuis environ 50 ans, 3 États tournent le dos à l'ordre régional, obligeant chaque voisin à choisir son camp, suivre l'AES ou défendre l'ancien système. Ce geste rappelle la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, le célèbre Brexit. Dans les deux cas, il s'agit d'une volonté de reprendre le contrôle national, quitte à affronter l'incertitude et à assumer des conséquences économiques et diplomatiques lourdes. Comme pour le Brexit, la sortie de la CEDEAO a généré des débats passionnés, des peurs d'isolement, mais aussi un regain de fierté nationale. Cette indépendance a un coût redoutable. Monter de nouvelles armées, lancer une banque de développement, bâtir une voie médiatique propre, tout cela exige des budgets colossaux. Le moindre retard, la moindre erreur, et la pression populaire s'intensifient. Car chaque citoyen attend des résultats rapides contre l'insécurité et la crise. Prenons l'exemple de la création d'une monnaie régionale. Un tel projet, s'il réussit, pourrait affranchir l'AES de la dépendance au franc CFA, perçu par beaucoup comme un outil de contrôle extérieur. Mais il exige des réserves financières solides, une stabilité macroéconomique et la confiance des acteurs économiques locaux et internationaux. Le moindre faux pas, comme l'a montré la crise du naira nigérian, peut entraîner une dévaluation brutale et une inflation galopante. Économiquement, l'AES parie sur ses richesses. Or malien et burkinabé, uranium nigérien, terre d'hommes fertiles, minéraux stratégiques. Mais tant que le marché mondial impose ses prix, la souveraineté reste imparfaite, et la moindre fluctuation peut tout fragiliser. Un exemple, en 2020, la chute du prix de l'uranium sur les marchés internationaux a mis à mal les finances publiques du Niger, qui dépend fortement des exportations minières. Une telle vulnérabilité souligne l'importance de diversifier l'économie et de développer des filières de transformation locales, afin de créer plus d'emplois et de valeur ajoutée sur place. Un autre défi brûlant, le pouvoir. Les nouveaux dirigeants promettent stabilité, mais un pouvoir trop concentré menace l'espace démocratique. Syndicats, opposants, société civile scrutent chaque geste. L'équilibre entre autorité et dialogue est miné par la tentation de museler la contestation. L'histoire du Ghana, après son indépendance, illustre ce danger. Sous Kwame Nkrumah, le pouvoir centralisé a permis des avancées économiques, mais la dérive autoritaire a fini par provoquer un coup d'État. Le Sahel doit tirer les leçons de cette expérience et veiller à maintenir un espace de débat et de participation citoyenne, même en période de crise. Sur la scène internationale, les cartes sont rebattues à grande vitesse. La France recule, les États-Unis tergiversent pour préserver la lutte antiterroriste. Pendant ce temps, la Russie et la Chine tissent des liens nouveaux avec l'AES, remplissant le vide occidental. Cette diversification multiplie les options, mais chaque partenariat peut devenir une dépendance cachée. Voici un scénario plausible. Si l'AES développe une coopération militaire étroite avec la Russie, elle peut bénéficier d'un appui logistique et matériel significatif. Mais en cas de tension avec Moscou ou de sanctions occidentales, cette dépendance pourrait se retourner contre elle, comme cela a été le cas pour certains pays alliés de l'URSS dans les années 70. La tension sociale monte. Les attentes sont immenses. La population veut des preuves, pas des promesses. Chaque revers, chaque retard alimente la défiance et menace la légitimité de l'ensemble du projet. Un autre péril s'invite, le déplacement de la violence. En sortant de la CEDEAO et en durcissant leur sécurité, les pays de l'AES risquent d'exporter l'instabilité vers leurs voisins. Le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana redoutent cette contagion et les tensions régionales s'accroissent faute de filets de sécurité communs. Pour illustrer ce risque, rappelons la crise ivoirienne de 2010, qui a entraîné des milliers de réfugiés vers les pays voisins, accentuant la pression sur des communautés déjà fragiles. Si l'insécurité sahélienne déborde vers le sud, les conséquences humanitaires et économiques pourraient être considérables. À ce stade, l'AES joue son avenir. Un succès pourrait inspirer d'autres régions à s'émanciper, mais un échec risquerait d'entraîner le Sahel dans une crise plus profonde, durablement marquée par l'incertitude. Derrière chaque avancée, l'ombre d'un retour en arrière plane.
À présent, tout dépendra de la capacité de l'AES à transformer l'audace en résultats concrets. L'avenir du Sahel est suspendu à des décisions cruciales. L'Alliance des États du Sahel, porteuse d'un souffle nouveau, a jeté les bases d'une stratégie articulée autour de 3 piliers indissociables: autonomie sécuritaire, souveraineté sur les ressources, affirmation d'une identité politique et médiatique singulière. Sur le terrain, les atouts ne manquent pas. Le corridor reliant le Mali, le Burkina Faso et le Niger constitue une zone stratégique d'envergure. Les ressources abondantes, or, uranium, terre fertile, offrent un levier économique puissant, tandis que la population, animée par le désir de se réapproprier son destin, renforce la légitimité du projet. Cependant, ces acquis masquent des fragilités persistantes. La dépendance résiduelle à certains partenaires extérieurs, la précarité financière chronique et la jeunesse des institutions exposent l'AES à des risques de déstabilisation rapide. L'élan né de la rupture pourrait s'essouffler si les résultats concrets tardent à se matérialiser. Deux interrogations majeures s'imposent alors. L'AES saura-t-elle transformer cette dynamique en une gouvernance stable, capable d'apporter des progrès visibles à sa population ? Les dirigeants parviendront-ils à canaliser les attentes populaires et à résister à la pression internationale sans sombrer dans la division ? La gestion du temps et des attentes s'annonce décisive. Une anticipation défaillante, une communication confuse ou des résultats différés pourraient nourrir une profonde déception, fragiliser la stabilité et entamer la crédibilité du projet. À l'inverse, une gouvernance résiliente et audacieuse pourrait faire du Sahel un exemple inédit, redonnant fierté et stabilité à la région. Pour y parvenir, plusieurs étapes concrètes sont indispensables. Premièrement, investir massivement dans l'éducation et la formation professionnelle afin de doter les jeunes générations des compétences nécessaires pour participer à la transformation économique et sociale. Deuxièmement, renforcer la justice et l'état de droit pour garantir l'équité, la transparence et la confiance dans les institutions. Troisièmement, promouvoir l'entrepreneuriat local par des incitations fiscales, des microcrédits et l'accès à de nouveaux marchés régionaux. Et enfin, poursuivre la diversification des alliances internationales, sans jamais perdre de vue la priorité à l'autonomie et à l'intégration régionale. Aujourd'hui, l'AES évolue entre promesses et incertitudes. Sa survie dépendra de sa capacité à traduire l'audace en institutions solides et l'enthousiasme en solutions tangibles, tout en restant attentive aux réalités du terrain. Mais les défis à venir exigeront plus qu'une simple volonté. La suite dépendra de la capacité des acteurs à transformer ces ambitions en actes concrets. Pour renforcer ses chances de succès, l'AES pourrait s'inspirer d'exemples d'intégration réussie ailleurs dans le monde, comme l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, qui a su surmonter ses différences internes pour bâtir une prospérité partagée. Des forums réguliers, l'implication de la société civile et la mise en place de mécanismes de résolution des conflits internes seraient des pas concrets vers une stabilité durable. Le Sahel vient de franchir une étape décisive. Il n'est plus seulement un terrain d'intervention, mais un acteur qui façonne son propre destin. Jusqu'où ce mouvement peut-il aller ? Longtemps, la région s'est contentée de suivre le rythme imposé par d'autres, passant d'une crise à l'autre, suspendue aux interventions étrangères et à des promesses souvent non tenues. L'Alliance des États du Sahel brise ce schéma. Pour la première fois, depuis plus de 40 ans, une vision née sur place prime sur les agendas venus d'ailleurs. Ici, les outils, les récits et les risques sont choisis par ceux qui vivent la réalité du terrain. Rompre avec la dépendance, c'est accepter l'urgence et l'inconfort d'une autonomie à bâtir sous le regard sceptique du reste du monde. L'AES refuse d'attendre un sauveur extérieur. Elle mise sur sa capacité à unir sécurité, économie et identité dans un même élan. Mais cette voie, loin d'être une recette miracle, expose la région à des défis inédits. L'émancipation s'accompagne d'isolement, de doute et de la nécessité de réussir sans protection extérieure. Ce choix audacieux engage toute une population dans un pari collectif. S'affranchir, c'est aussi accepter de se juger à l'aune des résultats, transformer l'élan de rupture en progrès tangible, protéger les oubliés de l'histoire, prouver que la stabilité peut naître de l'intérieur. Désormais, chaque pas en avant ou chaque revers sera scruté de près, ici comme à l'international, et considéré comme une épreuve de vérité pour le modèle AES. Alors la vraie des questions n'est plus de savoir si le Sahel peut choisir sa propre voie. Il l'a déjà fait. Le défi est de mesurer jusqu'où cette volonté tiendra face au vent contraire. Pression économique, menaces sécuritaires, rivalité géopolitique.
Les décisions des dirigeants et de la société civile détermineront si l'AES deviendra la promesse tenue ou le pari perdu de ce siècle pour toute la région. L'histoire ne change pas en une seule rupture, mais par la constance des choix et la clarté des ambitions. Le Sahel avance désormais non plus comme une zone à stabiliser, mais comme un acteur qui impose son tempo. Restez attentifs. Ce qui se joue ici pourrait redessiner les lignes d'influence bien au-delà du désert. Pour conclure, l'avenir du Sahel dépendra de la capacité de l'AES à bâtir une gouvernance inclusive, à forger des institutions robustes et à garantir une répartition équitable des ressources. Si chaque citoyen se sent acteur de la transformation, alors le Sahel aura inventé un modèle unique d'émancipation, capable d'inspirer d'autres régions du monde. Sinon, le risque est réel de voir les vieux démons ressurgir et les rêves d'autonomie s'évanouir sous la pression des réalités. Ce défi est immense, mais il est aussi porteur d'espoir. Et si, pour une fois, l'histoire du Sahel s'écrivait vraiment par et pour ses